ravi de vous retrouver aujourd'hui avec le coach Stéphane Gros et on va prendre le temps de parler de cette intersaison. Mais première chose déjà Stéphane, on est dans un environnement magnifique. On est chez Canopéa. Alors peut-être que Canopéa, le nom ne vous dit rien, mais c'était en fait Racinéa qui est devenu Canopéa, qui est un fidèle partenaire. On remercie beaucoup d'ailleurs Grégoire de nous accueillir ici. C'est chouette, hein, Ouais, c'est sympa, ça change un peu de la patinoire et ça fait du bien un peu de voir des environnements comme ça. C'est ça, avec un peu de verdure. On n'est pas en pleine forêt, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, on est bien à Saint-Cyr, mais en tout cas c'est chouette, voilà, Canopéa qui vous permet d'aménager vos bureaux, notamment si vous êtes un professionnel, avec voilà, des meubles d'ambiance très naturelle, avec de l'intégration de végétation aussi, et ça c'est un autre partenaire, Stéphane, on a de la chance, c'est Hydrodécor, qui a fait notamment ce mur végétal magnifique avec qui on travaille. Donc voilà, les partenaires des remparts, on est content de les mettre en avant. C'est important. Rien, parce que ils font partie des piliers du projet des remparts. C'est sûr, c'est important. Et sans les partenaires, on ne pourrait pas construire les équipes qu'on construit chaque année. Exactement. Alors Stéphane, voilà, l'intersaison bat son plein. On a dévoilé l'équipe des remparts. Ça y est, on connaît nos 20 joueurs, a priori, qui vont commencer la saison. Il peut arriver certaines choses dans l'intersaison, c'est encore long, d'ici septembre. Mais en tout cas, voilà le plan et les joueurs qui devraient nous accompagner et que vous devriez découvrir au fil de la saison. Et il y a une première chose qui paraît évidente, c'est qu'il y a une grande partie de l'équipe de la saison passée qui est reconduite. Et en plus, y compris dans les départs, on a des joueurs qui ont choisi d'arrêter leur carrière. Et donc, on peut considérer, en tout cas c'est l'impression que j'en ai à regarder ça, que l'envie était forte de ta part et de la part du groupe de continuer cette aventure-là collective. Oui, c'est sûr que là on finit avec 6 départs et 7 arrivées parce que je voulais un joueur supplémentaire et ma direction et notamment Sofia m'a bien accompagné dans ce projet-là où je lui ai montré un petit peu tout ce que je voulais faire. C'est certain que quand on a l'ambition de vouloir réussir, de gagner. On le voit avec le club d'Épinal, c'est la stabilité qui est importante, surtout quand on est satisfait. On a eu, je pense, une très très bonne saison l'année passée. On a été satisfait de tout notre groupe. Donc évidemment, la priorité était de garder la majorité de ce groupe. Après, il y a des choses que les aléas de la vie font qu'on peut pas forcément garder tout le monde, même si après, les supporters sont déçus, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire contre Eric Nasloun qui préfère arrêter et aller vivre à Londres avec sa copine? Qu'est-ce que je peux faire contre Cal Gibbons qui veut rentrer aux États-Unis avec sa famille? Qu'est-ce que je peux faire contre Phil Kiss qui, lui, a des propositions incroyables en Hongrie parce qu'il a la double nationalité canadienne et hongroise? On respecte ces joueurs-là, on les remercie évidemment pour tout ce qu'ils ont apporté et puis on s'adapte. Juste pour la petite anecdote, Phil voulait absolument revenir et il me dit fais un effort pour essayer de revenir, mais il gagne le double de ce qu'on peut lui proposer ici. Oui. Ça veut dire que si je fais ça, je me pénalise sur un autre joueur et l'équilibre du collectif, c'est la priorité quand on construit une équipe via un budget. C'est là-dessus qu'on a vraiment travaillé avec Sofia dans cette construction-là. Et ouais, je suis assez satisfait du résultat. Alors on a évidemment notre colonne vertébrale française qui est là depuis de nombreuses années, 4 ans, 5 ans pour certains joueurs. Ça c'est déjà très positif, c'est du jamais vu dans l'histoire des remparts en fait d'avoir une telle continuité. Et c'est en plein dans ce que tu disais, de faire confiance à des joueurs sur la durée, qui puissent s'installer aussi, être bien personnellement aussi, parce qu'ils prennent leur marque à Tours, ils se font des réseaux d'amis, etc. C'est important tout ça. Mais on a aussi re-signé des joueurs étrangers et ça c'est moins commun. À Tours, on a régulièrement changé quasiment l'intégralité de nos joueurs étrangers. Nos 2 leaders d'attaque, notamment devant, et puis un de nos leaders de défense, peut-être notre leader de défense, Marc Schroyer, Connor Jean, Steven Fournier, les 3 repartent, et mine de rien, 3 sur 7 joueurs, avec les cas dont on a discuté tout à l'heure, ça fait quasiment, c'est presque la moitié. C'est très positif et on est content de les revoir et de voir que des joueurs qui ont de l'impact, c'est pas qu'un tremplin, Tours et les remparts, ou qu'un passage dans leur carrière, mais qu'ils ont suffisamment apprécié leur passage ici et que le club a suffisamment apprécié leur rapport pour les voir encore la saison prochaine. Oui, c'est ça, c'est certain et c'est surtout, je dirais, le mot d'ordre collectif de ce groupe, c'est on a un travail à finir. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, et même avec donc les étrangers. Donc, il y avait 7 étrangers l'année passée, 4 derrière, 3 devant. Je l'ai expliqué dès le début de la construction de mon puzzle que j'en voulais plus que 3 derrière. Donc effectivement, le choix de ne pas reconduire Mario, il est là-dedans, parce que Mario avait un profil vraiment très défensif, qui peut très bien être pallié par un Français comme Christophe Tiramani, sans aucun problème. Donc voilà, donc effectivement, tous les étrangers voulaient plus ou moins revenir, sauf ceux qui ont décidé de donner une nouvelle orientation à leur vie, et non pas à leur carrière, à leur vie. Donc voilà, donc après, quand Connor, quand
Steven décide de revenir. Ben voilà, la petite anecdote, Connor, il est rentré aux États-Unis et ça l'ennuyait de rentrer aux États-Unis. Il fallait juste qu'il rentre parce qu'il fallait qu'il aille voir sa famille parce qu'il se sentait tellement bien ici. Pour lui, c'est sa maison, elle est à Tours. Oui, il a prolongé un peu son séjour, hein, on l'a vu notamment sur la foire de Tours, venir, etc. Exactement. C'est un rempart à part entière. Ouais, complètement. Et puis lui, s'il avait pu rester là et ne pas aller voir sa famille, mais bon, forcément, il faut y aller. Et autrement, c'est la famille qui va lui tirer les oreilles. Tout le monde est ici, bien installé. Des joueurs ont créé leur famille ici, et donc ils s'entendent vraiment bien et ils ont envie de continuer ensemble. Et puis, oui, c'est ça. Comme tu l'as dit, ils se sont installés en Touraine. Alors on commence par la fondation, c'est les deux gardiens évidemment. On garde nos deux goalies, JP le Tourangeau et puis Seb qui est vraiment un des meilleurs gardiens de D1 depuis plusieurs saisons. Voilà, quel est le discours pour ces deux joueurs-là qui sont très importants pour l'effectif et puis quelle a été ta réflexion autour de cette paire de gardiens? Ça a été assez vite a priori. Ouais, ça va vite et puis c'est surtout quand on peut avoir deux gardiens français, et notamment un gardien comme Seb qui fait partie des 2-3 meilleurs gardiens de la division. C'est sûr que dès qu'on peut le re-signer, on le re-signe. Même chose, lui, il est installé ici, tout va bien. Sa copine travaille ici en Touraine. Ils ont leur vie qui est ici. Il a les performances qui vont avec. Et puis, pour un coach, quand on peut avoir deux gardiens français, ça permet d'avoir 7 étrangers dans le champ, ce qui n'est pas plus mal. Donc voilà, JP, c'est le Tourangeau qui vient de créer sa petite famille avec sa petite fille qui est née il y a un mois maintenant. Puis voilà, ils s'entendent très bien tous les deux, c'est important aussi. Et puis à ces deux-là, on va ajouter Thomas Alifa, Thomas Alifa Dufour, qui était U20 l'année passée, qui a déjà fait pas mal d'entraînements avec nous. Et puis ils vont être un trio de gardiens avec Thomas qui va prendre beaucoup d'expérience, qui va aussi s'occuper un petit peu des jeunes et puis qui rentre dans un processus, mais on en reparlera peut-être plus tard, de jeunes qu'on veut vraiment développer et amener au plus haut niveau. Ça, c'est très intéressant. Évidemment, comment justement, est-ce qu'il y a une réflexion à moyen terme, à court terme, à long terme, sur l'accompagnement des gardiens? Aujourd'hui, on n'a pas un coach de gardien interne à l'équipe. On peut faire appel à des coachs extérieurs pour les aider, etc. C'est quand même une réflexion importante. Je pense surtout à JP et puis à Thomas Alifa Dufour, qui sont des jeunes gardiens encore, qui ont beaucoup de potentiel à développer. Comment on les aide à ce niveau-là? Bon, Seb, on va dire, il est bien avancé dans sa carrière. Il sait très bien là où il en est. Il est extrêmement mature à tous les niveaux. Mais comment on aide nos deux jeunes gardiens à progresser, à avancer? C'est même pas nos deux jeunes gardiens, c'est même Seb à accompagner, parce que quand on est dans une saison de 30 matchs où il peut y avoir des hauts et des bas, alors on a eu la chance l'année passée que Seb n'a pas connu de bas, n'a pas connu de blessures non plus, mais il faut les accompagner. Alors le club se structure d'année en année. On a maintenant un staff médical incroyable. On a un staff de préparation physique incroyable avec qui je travaille en étroite collaboration. Tout le temps, on me demande mais t'as pas d'adjoint? Si, j'ai mes préparateurs physiques. Eux, c'est mes adjoints. Et c'est vraiment très, très important. Et vraiment, je les remercie de leur travail. Donc voilà, le club, la direction avance, structure le club, étape par étape. On a vu ces derniers temps, il n'y a plus de problème avec les CNACG. C'est quand même un point hyper positif. Oui. La patinoire, qui est maintenant pleine, les partenaires, voilà, on est ici chez Canopéa. C'est toutes ces choses-là. Un entraîneur gardien, bien sûr qu'un coach, il a envie d'avoir un entraîneur gardien avec lui, et l'idéal, ça serait un assistant qui puisse être entraîneur gardien, ça serait idéal. Mais voilà, avançons step by step, et puis quand ça sera le temps, on se penchera dessus. Et puis si au cours de saison, on a besoin d'intervention extérieure, il y a des entraîneurs de gardiens qui sont des intervenants et des prestataires extérieurs qu'on pourrait faire venir. Si on en sent l'utilité, bien sûr, c'est important pour développer tout le monde. Ouais, très important. La défense aussi, évidemment. Donc, on a parlé des gardiens. Avec Mathieu Frécon, l'ancien Choletais, qui a malheureusement connu une blessure grave la saison dernière, qui l'a privé de toute une bonne partie de la saison, alors qu'il était déjà un maillon essentiel. Il a porté toute son expérience. On rappelle qu'il a quand même été de nombreuses années le capitaine du club d'Angers en Magnus. Donc, ce n'est pas rien de l'avoir fait venir à Tours. Plus motivé que jamais. À chaque fois qu'on le voit, il a tellement hâte. Il voudrait que la saison reprenne dès maintenant. C'est certain. Le souhait de repasser en défense, c'est le sien, c'est le tien. Quelle a été la discussion un peu avec Mathieu autour de ça? Alors, en fait, Mathieu, ça a été un élément essentiel du puzzle quand j'ai monté l'équipe. Donc, je voulais
comme je l'ai dit, 3 défenseurs étrangers derrière, et donc 3 Français. Donc il y avait Andrea, qu'on présente plus, et puis qui va être une pièce importante. Christophe, qu'on a pu faire revenir, parce que tout de suite, lui, il nous a appelé très rapidement, on s'est mis d'accord très rapidement, parce que moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il me manquait un 3e Français. Donc j'ai essayé de chercher un 3e Français du calibre d'Andrea et de Christophe, et je dirais d'un étranger quelque part, donc un JFL qui soit vraiment compétent. Et puis je trouvais pas vraiment ce que je voulais. Marché extrêmement compliqué, les défenseurs français. Les défenseurs français très compliqué. Et puis je me suis dit mais Mathieu, en fait, quand il nous a appelés l'année passée pour venir ici à Tours, il était défenseur. Oui, il jouait derrière. On n'avait pas de place pour lui derrière, parce que on avait ces 4 étrangers, puis on avait déjà notre idée un petit peu de ce qu'on allait faire. Je me suis dit en fait, c'est ça qu'il faut faire. Je vais remettre Mathieu derrière. Et moi, je l'avais trouvé très, très bon quand il était à Cholet derrière. J'ai dit, je l'ai, mon défenseur français, je l'ai. Et en plus de ça, ça me libérait après une place devant, vu qu'il fallait que je mette un étranger de plus devant et que j'alle chercher aussi un attaquant supplémentaire. Donc, voilà, la première pièce du puzzle, ça a été Mathieu. Et puis, quand je fais son entretien et que je lui dis, écoute, Mathieu, tu vas jouer derrière. Et tout de suite, ça a été le sourire dans son visage. Lui, c'est ce qu'il veut faire. Il veut finir sa carrière derrière. Mathieu, on sait que c'est un attaquant très défensif, qui a été très spécialisé là-dedans, et notamment Magnus. On sait qu'un attaquant a énormément d'atouts aussi offensifs, même si c'est un attaquant défensif. Donc derrière, c'est parfait. Il va savoir comment alimenter les attaquants, je pense. Exactement. Et puis c'est quelqu'un qui aime le sacrifice, qui a toujours été quelqu'un qui se sacrifiait dans les équipes dans lesquelles il a joué. Et mine de rien, ça ancre un vrai pilier d'expérience aussi derrière. Exactement. C'était Alexis Birolini auparavant. Ouais. Est-ce qu'on avait forcément ce profil-là? C'était configuré un peu différemment. C'était différent, oui, parce que c'était un étranger. Voilà, c'est ça. Mais là, on a un patron français derrière. Et quand j'ai mis cette pièce-là, je me suis dit, c'est ça qu'il faut. C'est là où il faut aller. Et puis, ne pas oublier aussi les licences bleues de Bordeaux. Oui. Et puis le retour de Raphaël Pelletier, qui est un pur tourangeau aussi, et qui va rentrer dans ce processus des jeunes dont on parlera après. Ouais, on est ravis de le revoir, Raphaël, c'est vraiment une bonne nouvelle aussi, effectivement. Donc sur le recrutement, alors Christophe, tu disais c'est un joueur que j'aime beaucoup, voilà, joueur de gabarit, qui n'a pas peur à l'impact évidemment, qui a aussi du patinage, qui est capable de vraiment d'apporter dans la construction offensive sur un powerplay, etc. C'est ce type de profil-là que tu cherchais? Je cherchais un Français dominant. Voilà, Christophe, quand il était avec nous, il venait d'arriver, il s'est très très bien développé avec nous, il nous a fait des matchs incroyables. Il n'est pas resté pour X raisons, notamment il cherchait des contrats en Magnus, et puis quand il n'a pas eu de contrat en Magnus, ici chez nous c'était un petit peu bloqué, et puis la porte il l'a réouverte lui, et moi tout de suite j'ai foncé, parce que oui, c'est quelqu'un, ça impact physique, vitesse, puis un super garçon. Donc et puis qui connaît le groupe. Si on reprend le début de cette interview où on dit on a besoin de stabilité. Et oui, là c'est un retour, c'est pas comme une nouvelle arrivée. Il connaît la maison, il va être là-dedans. Il a déjà des copains à Tours, il n'y a pas de souci. Il va être très bien. Donc voilà comment ça s'est construit. Et puis alors deux arrivées étrangères, en plus de Marc Schroyer, un mot quand même sur Marc, qui est un joueur qu'on appréciait déjà beaucoup quand il jouait contre nous, et notamment quand tu étais son coach, et moi en tout cas c'est un de mes chouchous de l'équipe, je le dis sans problème, c'est un mec qui a un cœur énorme, qui est tout de suite devenu, à l'instant où il a porté ce maillot, il était tourangeau à 100%, sens du sacrifice, gabarit aussi, très porté vers l'avant, joueur spectaculaire, qui nous a fait vibrer à la patinoire, on est ravis de le revoir, là on lui fait coucou, il est loin de nous, très loin de nous là en Nouvelle-Zélande, mais on a hâte de le revoir aussi, ça c'est une vraie bonne nouvelle de l'ancrer à Tours un peu aussi. Oui, c'est sûr. Moi, Marc, j'ai une certaine histoire avec lui, bien sûr. C'est moi qui l'ai fait venir ici à Tours. Marc, c'est un leader. C'est quelqu'un qui apporte quelque chose de différent des autres défenseurs, avec quelques contraintes que ça peut poser, mais on vit avec ça. Et puis il nous a sorti des matchs, il nous a gagné des matchs lui. Donc c'est important. Et puis pour la petite histoire, c'est qu'il fait partie de ces joueurs qui ont envie de finir l'histoire qui a commencé l'année passée, parce que en principe l'année dernière était sa dernière saison. Voilà, donc là, ça va être sa dernière saison. Gagné un an. On a gagné, voilà, et il voulait pas arrêter là-dessus, et il a adoré la vie ici à Tours. Même chose, il s'est installé avec sa compagne, et ils sont heureux ici. Il veut finir sa carrière de joueur ici, avant de repartir aux États-Unis pour d'autres projets.
et il veut finir le travail. Donc voilà, quand on a des joueurs comme ça, c'est du pain béni, et c'est quelqu'un qui est capable de se lever dans le vestiaire, de parler à tout le monde, de poser les choses, d'être très calme. Et puis, qui a une bonne bouille en plus, je pense, au niveau des supporters et des partenaires. Et très apprécié. On voit en tout cas que le maillot, il est bien mouillé à la fin des matchs. C'est un joueur très, très généreux. Et ça, on adore à Tours le spectacle et les joueurs généreux. Et on est en plein dedans avec Marc. 2 joueurs suédois pour compléter cette défense. À commencer par Albin Torstensson, qui était le pilier de la défense à Meudon. On peut le dire, qui a vraiment été un fondateur de la montée déjà de D2 en D1 de Meudon et puis de leur très bonne performance. Ils nous ont posé des problèmes, Meudon. On s'en souvient bien dès cette fin de saison. Et puis, a priori, contact humain intéressant, joueur intelligent. Ça, voilà, il répond aux critères un peu de ce que tu cherchais aussi pour cette défense-là. Oui. Alors moi, j'ai souvent tendance, quand je construis mes équipes, à pas trop regarder les étrangers dans les autres équipes et à aller chercher les étrangers dans les autres équipes. Pour 2 raisons. D'une, je pense qu'on peut faire le travail par nous-mêmes. Les étrangers, il y en a partout sur la planète. Souvent... aussi, quand on va chercher un étranger dans une autre équipe, ça va nous coûter plus cher que si on le fait venir directement chez nous. Mais là, avec Albin, c'est autre chose. Albin, pour l'histoire, c'est qu'il m'a envoyé une liste de joueurs parce qu'il travaille pour une agence de scouting. Et puis en bas de la liste, il me dit, et puis moi aussi, j'aimerais bien qu'on parle de moi. Je dis, et voilà, Albin, c'est quelqu'un c'est un vrai défenseur scandinave, avec... tout ce qui... Un tout-ouais, comme on dit. Tout-ouais à fond, ouais. Puis en plus, qui lui a en plus des petites accointances offensives qui sont vraiment intéressantes. Ouais. Donc voilà, je dis, j'aime pas aller chercher les autres, mais quand ça vaut la peine... Ouais, puis c'est lui-même qui a montré son intérêt, c'est important ça. C'est lui qui a montré son intérêt, qui avait besoin de changer d'air, parce que souvent on a des histoires qui peuvent se terminer, et puis on a envie d'aller voir ailleurs, et puis là, il a envie de se remettre un petit peu en danger quelque part. Il était bien installé à Meudon, il faisait partie un petit peu des meubles depuis 4 ans, il a aidé le club à monter en D1. C'est un peu comme Marc, qui était à Morzine, qui a aidé le club à monter en D1, qui après a envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Ouais, de jouer le haut de tableau, d'être devant un public chaud aussi, nombreux, c'est pas rien. Ça aide beaucoup, puis du coup, voilà, on a eu un petit entretien tous les deux, puis ça a tout de suite matché, donc Banco, on le connaît, on sait que il va faire sans aucun problème le boulot, il va nous remplacer Eric ou Phil sans aucun problème, et c'est ça qu'on recherchait. Impeccable. Et donc Marcus Björk, qui est le nouveau Naslund, enfin en tout cas un parcours un peu similaire, en tout cas avec un joueur qui a une solide expérience de hockey Ettan, qui est le 3e échelon suédois. Alors 3e échelon, on peut se dire, c'est que la 3e division, mais 3e échelon en Suède, c'est pas n'importe quoi, surtout pour un joueur établi, qui avait visiblement envie d'une nouvelle expérience, de tenter autre chose, qui a du gabarit, qui a, on pense en tout cas, la sérénité du joueur d'expérience à qui sur lequel on peut s'appuyer en tout cas pour la saison prochaine. Oui, alors Marcus, pareil, il y a eu un échange avec lui, c'est un agent qui est joueur aussi, qui est un joueur qui joue à Chamonix, donc qui connaît bien le championnat français, qui connaît bien la vie française, qui me l'a présenté, et puis son profil était intéressant. Alors, il y a eu quelques interrogations, notamment sur ces dernières années où il n'y a pas beaucoup de points en hockey Ettan, parce que quand on va chercher un défenseur étranger, on a besoin qu'il soit dominant. Qu'il soit dominant, et puis qu'il soit dominant offensivement. On ne peut pas demander que du défensif. On a besoin de quelque chose de plus. Et en fait, Marcus était cantonné dans des rôles hyper défensifs ces 2 dernières années, alors qu'on voit effectivement les années d'avant où il y a eu beaucoup de points. Et puis, même chose, un échange avec lui. Et puis, donc, cet agent donc, qui est joueur et qui me confirme que c'est un joueur qui peut être dans un top 4 de Magnus en défense. Donc en D1, il n'y a aucun problème pour ça. Et puis après, c'est pareil, c'était une discussion. Ça s'est fait, je pense, en 45 minutes, c'était réglé. Avec lui, c'était réglé en 45 minutes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour bien présenter le hockey Ettan, c'est une ligue de développement pour les jeunes suédois, et puis aussi il y a donc certains joueurs qui restent un petit peu dans cette ligue, mais ils travaillent à côté et ils font du hockey. Et en fait, Marcus, qu'il a besoin, et c'est ça qui m'a intéressé, il me dit j'ai envie de voir ce que c'est que d'être un hockeyeur professionnel, me consacrer à temps plein, et j'ai envie de me concentrer à temps plein au hockey. Et voilà, l'opportunité était là, et c'est comme ça qu'on a trouvé un accord vraiment rapidement. Ouais, ça fait penser un peu à la LNH en Amérique du Nord, ce côté c'est ça, travailler. Exactement. Dieu sait qu'en LNH, il y a des profils, des gros profils. Ouais, et à la différence
quand même importante qu'ils sont là pour développer les jeunes pour l'Allsvenskan. Oui. Donc ça joue vraiment bien. Ok. Puis on ne demande pas forcément aux leaders et aux joueurs anciens le même apport, c'est différent. Ouais, exactement. C'est un encadrement. Hein. Voilà. Donc, et puis là, notamment là, dans ses derniers clubs, et puis il a toujours été ou capitaine ou assistant. Donc voilà, c'est un leader. Après, on a pris les renseignements. Eric m'a beaucoup aidé. Il a pris tous les renseignements qu'il fallait sur Marcus. Les retours tous les voyants sont ouverts. Ça, c'est chouette d'avoir Eric Naslund qui participe bien sûr, c'est ça. à trouver son remplaçant quelque part, hein, parce que c'est un peu l'idée. C'est important de dire que. Voilà, Eric, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, aide-moi, voilà, j'ai ce gars-là, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu connais? Il connaissait de nom, mais pas tant, et puis il a fouillé autour de lui, autour de ses partenaires, et puis c'est un mec, a priori, qui est top dans un vestiaire, qui est un peu le clown, et puis qui fait rire un peu tout le monde, donc ça, c'est sympa aussi. On a besoin de ça, Il va faire concurrence à Elie Raymond, alors. Ouais, c'est ça, on a besoin de ça, et puis voilà, ouais, 2 Suédois derrière, moi, voilà, les Scandinaves derrière, on a toujours tendance à sacrée école de hockey. Les Scandinaves derrière, les Nord-Américains devant. Alors on est pas mal. Et on est pas mal, voilà. On est pas mal. Tout à l'heure, tu parlais d'un niveau peut-être top 4 Magnus, en tout cas Magnus pour Marcus. Il y en a un qui a certainement aussi, qui aurait pu atterrir dans une équipe de Magnus, c'est Vincent Milo-Ouellet pour l'attaque. Oui. Voilà, très belle recrue. Là aussi, c'est marrant parce que du coup, son agence a annoncé qu'il arrivait en France sans préciser que c'était à Tours. Et tous les commentaires parlaient de club de Magnus. Bien sûr. Inciter un club de D1, c'est dire si on a avec Vincent un profil vraiment prometteur pour la D1 de joueur qui doit dominer en tout cas dans la division. Ouais, quand on parle de Vincent qui vient donc de l'université de Québec Trois-Rivières, fournisseur officiel du hockey français, et surtout des Cotiques d'Amiens. Voilà, exactement. Donc c'est ça, c'est le joueur qui devrait jouer à Amiens. Voilà, nous on a la chance, ça. Même chose, ça a eu encore des échanges. Moi, je travaille très très bien avec son agent, qui au dernier moment me dit regarde Steph, j'ai lui. Avant que je signe ailleurs, j'ai dit un œil. Et puis voilà, j'ai des contacts au Canada qui m'ont beaucoup aidé, qui sont renseignés sur la personne, sur son jeu, sur comment il se comporte. Et puis même chose, j'ai passé 1 heure avec lui en visio. C'est vrai que depuis le Covid, la visio nous aide beaucoup maintenant. Ouais. Hein, c'est top. Ah oui, tout le monde s'est habitué. Top. Ouais. Puis voilà, puis on a plein d'outils de vidéo. Et puis voilà, c'est un top scorer de U-Sport. 3e pointeur de son université. Si on compare avec Tessier qui était à Amiens et qui est venu, qui a été repris par Rouen, voilà, c'est le même profil, exactement le même profil. Donc oui, on a la chance de l'avoir. Ça, c'est bien d'avoir le petit coup d'avance, la confiance des agents, etc. Ouais. Parce que ça se joue beaucoup là-dessus. Hein. Être en top de liste, ça permet de faire son choix rapidement. C'est top. Oui, et puis Tours maintenant commence à avoir une image. La patinoire est pleine. On joue le haut du classement. C'est sûr que c'est quand même c'est pas mal. On regarde ça et puis il y a des joueurs qui vont sur Google Maps regarder où ça se situe, à quoi ressemble la ville, qu'est-ce qu'on peut y faire. Exactement. Et puis cadre de vie, c'est important. Vous regardez des vidéos. Quand tu vois la patinoire, comment elle vibre, tu te dis c'est pas mal là-bas. Et puis après, quand le projet coïncide, puis tous les joueurs passés par Tours, je pense, sont assez dithyrambiques sur l'ambiance. C'est ça. Donc merci à vous en passant, tous supporters, partenaires qui contribuent à cette ambiance. C'est sûr que ça facilite mon travail, hein, c'est évident. Puis j'ai dans les mains un produit vendeur. Donc voilà. Ça, c'est top. Et puis, une deuxième recrue, finalement, l'attaque a peu changé, mais astucieusement changé. A été améliorée. Une deuxième recrue étrangère, c'est Grégory Lapointe. Voilà, joueur qui a un parcours un peu atypique, avec une saison blanche notamment, une saison et demie blanche même quasiment. Voilà, c'est une histoire atypique, mais d'un joueur qui a été promis à une grande carrière et qui peut-être va nous faire vivre des émotions incroyables aussi, parce que le garçon a énormément de talent. Alors, Greg, c'est Vincent qui m'a dit j'ai un ami qui est pas mal, et puis même chose, donc lancer mon scouting au niveau du Canada, puis prendre un petit peu de temps d'écouter son histoire. Voilà, il a eu un cancer il y a 3 ans, il s'est battu, il a vaincu son cancer. S'il n'a jamais eu ce cancer, on ne parlerait jamais de lui ici en France. Ouais, c'est ça, il était promis à une grande carrière. Vraiment promis à une grande carrière. Là, il a fini son cursus universitaire. J'aime beaucoup ces gens qui sortent de l'université parce que ils sont formatés, éduqués. C'est facile de travailler avec eux. Même chose, on a passé un long moment. Il y avait d'autres clubs qui étaient sur lui. Mais voilà. Pareil, c'est pas si commun d'avoir des joueurs. On ne parle pas de NCAA 3, on parle bien de NCAA 1, la première division. Meilleur pointeur de son équipe, alors qu'il était une des moins bonnes équipes de la division, on est d'accord. Mais voilà, meilleur pointeur de son équipe. Pas mal de clubs français étaient sur lui.
on a arraché la mise parce que toujours la qualité de l'échange, produit vendeur, comme tu disais. Voilà, puis si son ami vient aussi, c'est aussi lui, sympa. Comment lui voit le hockey, comment nous ici on voit le hockey, comment moi je veux faire jouer mes joueurs, ça lui a plu. Et puis je pense que c'est quelqu'un qui peut nous apporter énormément de choses et puis son expérience de vie, chaque jour est un pur bonheur pour lui. Donc ça, on a besoin de ça aussi, d'enthousiasme. On a hâte de le découvrir humainement aussi, et tous ces nouveaux joueurs, ça va être une très belle chose. On parle, là, c'est aussi un retour, c'est comme Christophe Tiramani, et pas de n'importe qui non plus. C'est Quentin Jacquet, qui est aussi moi un joueur que j'affectionne beaucoup, qu'on a vu un peu à la patinoire sur la fin de saison. Donc voilà, peut-être certains un peu sentaient un peu le coup venir, mais on est ravis de le revoir. Voilà, joueur incroyable au face-off, on le dit tout le temps, mais ce serait vraiment une injure à son talent que de le limiter à ça. C'est un joueur extrêmement intelligent, très technique. Très technique, capable de faire des gestes incroyables, qui a une vision du jeu, qui a une expérience. Voilà, c'est un bonheur de l'avoir en D1 dans une équipe. Évidemment, c'est fait partie des joueurs français dominants de D1. Si on veut avoir des résultats, ça passe par des joueurs comme celui-ci. Quentin, il est très bien ici. Avec moi, c'est passé très bien. Le dialogue, on se connaissait pas plus que ça, mais voilà. Il a fait déjà revenir à l'automne, quand on cherchait un attaquant pour remplacer Mathieu. Ça s'est pas fait, ça se fait maintenant, facilement, je dirais, dans le sens où lui, il a envie de revenir ici, il connaît la maison. Donc voilà, c'est vrai aussi, il y a du leadership, du caractère. Et puis quand on dit 6 départs, 7 arrivées, mais en fin de compte, on n'a que 5 arrivées quelque part, parce que on en a 2. Ils connaissent très bien la maison, ils vont pas se tromper quand ils vont arriver. Puis Quentin, oui, effectivement, comme tu dis, c'est un joueur de centre incroyable qui prend les face-off. Alors, un jour, on blaguait, lui et moi, je lui dis, de toute façon, toi, tu fais les face-off, tu ressors, tu fais les face-off, tu ressors. Je dis, ok, j'ai pas besoin de me préparer. Le role player, j'ai pas besoin de me préparer. C'est pas grave, je fais 130 kilos, je fais juste que prendre les face-off et je ressors. Non, c'est un joueur, c'est un des joueurs dominants de la division 1, donc il est chez nous. Ouais, il est chez nous et avec les 2 apports d'Amérique du Nord, on a l'impression qu'on a plus de joueurs qu'on en avait la saison dernière quand on fait un peu le tour. Donc c'est assez marrant de ce côté-là. Ouais, bien sûr. Plus, c'est ça. C'est ça, c'est le cas. L'année passée, on avait 10 attaquants et 7 défenseurs. Là, on a 12 attaquants et 6 défenseurs, plus les jeunes. Donc moi, j'ai un effectif de 21 joueurs, plus 2 gardiens. Voilà, donc je suis plus que bien. C'est ça, parce qu'en attaque, pour parler de tous ceux qui restent, parce qu'ils sont nombreux, beaucoup de points positifs aussi sur la solidarité, l'ancrage ici à Tours, mais aussi certainement des défis pour certains, d'en montrer plus, de faire plus de différence, de sortir de leur rôle des fois, et de se dire, je suis pas là juste pour empêcher la ligne adverse d'être dominante, mais moi aussi, je peux aller mettre mon but important. On le sait, sur des playoffs, parfois, ça tient à rien. Ce fameux match où on n'arrive pas à marquer contre Épinal, ça aurait pu venir d'un joueur de 3e, de 4e bloc, d'un Français, ça aurait été très bien aussi. Il y a eu certains matchs, on l'a vu, un Peter Rébon contre Caen, saison par exemple. Ce genre de but-là, c'est ça qu'on va leur demander cette année, c'est d'aller encore un peu plus loin, d'être encore un peu plus performant. Oui, surtout pour les plus jeunes. Je pense à Vince, je pense à Esteban, à Léo. Allez-y, c'est quoi mon rôle? Non, il n'y a pas de rôle. Jouer au hockey. Et puis après, on verra. Gagner avec l'équipe, voilà. Trouver un moyen de gagner. Et après, on verra. Donc, ça va être... je pense que je vais gagner du temps au niveau de la mise en place des systèmes parce que le travail qui a été fait sur la fin de saison, sur les playoffs, c'est déjà bien établi. Donc, l'équipe va changer, mais pas tant que ça. Les autres vont s'adapter très vite parce qu'ils sont justement dans le profil que moi, je recherchais dans la construction de ma philosophie. Maintenant, donc, on va donner la chance à tout le monde de jouer un petit peu avec tout le monde. Je vais vraiment embrasser beaucoup. Je sais qu'on a 4 lignes incroyables. Je veux dire, là, qui peut être première, deuxième, troisième, quatrième ligne, pour moi, ça va être un casse-tête immense, et tant mieux. Les cassettes qu'on adore, voilà, c'est ça. Et tant mieux. Parce que j'ai 13 attaquants, parce qu'il y a aussi Marius, qui a enfin compris qu'il voulait faire du hockey et puis qui va se développer, qui travaille fort là. Qui a pris des bonnes minutes la saison dernière. Qui travaille fort à cette intersaison pour être prêt. Donc voilà, on est armé pour avoir 4 lignes d'attaque. Allons-y, et puis donnons la chance à tout le monde d'être performant et d'être surtout de bien se sentir dans ce projet. Voilà, et prendre du plaisir, mais de se sentir important dans ce projet, qui n'est pas
des rôles majeurs, des rôles mineurs, mais qui est chacun avec sa pierre à l'édifice pour amener, pour amener le succès. Voilà, moi je suis de la montagne. Une cordée, une gravir, le sommet, il va ensemble. Tout seul, c'est compliqué de gravir la montagne. Exactement, on est tous attachés. Il faut au moins un Sherpa. Voilà, exactement. Et puis, il faut que tous on se traîne et puis on se sécurise aussi. Voilà. Et c'est un peu l'image que j'aimerais avoir moi de ce groupe qu'on a déjà vu sur la fin de saison. C'est passionnant tout ça, on a hâte de la voir, cette équipe-là, jouer aussi, et il va y avoir une pré-saison, évidemment, avec quelques matchs. Oui. Est-ce qu'on peut en dire déjà quelque chose? Est-ce que le programme a avancé? Je sais que tout le monde va avoir bien hâte et va cocher les dates. Oui, le programme est finalisé. Alors, si je ne me trompe pas, le 10 septembre, donc on commence, nous, le 27 août par des tests physiques, etc., des tests médicaux. Le 1er septembre, on entre dans notre patinoire, on commence le camp. Le 10 septembre, on va jouer à Cholet. Le 13 septembre, on reçoit Nantes. La semaine d'après, donc ça doit être le mercredi 17, on reçoit Caen. Le 20, on reçoit Cholet. Et ensuite, on finit la semaine juste avant le début de la Coupe de France, le mardi où on va à Caen. Voilà, donc on joue contre des éques de haut de tableau qui visent à peu près les mêmes choses que nous en général. Exactement. Et pas trop loin pour. Pas trop loin. Et puis voilà, il y a Cholet. Oui, il y a du répondant. Ouais, Cholet. On a déjà vu les recrutements des uns et des autres. Voilà, c'est parfait pour la préparation. Ça fait 5 matchs, il n'y a pas besoin d'en avoir plus. J'aime bien parce qu'ils sont un peu espacés, c'est-à-dire que on peut voir des choses sur un match, corriger et puis avancer comme ça pour être prêt pour le 27 septembre, le début de la Coupe de France et le championnat la semaine d'après. C'est vrai que c'est aussi une période de validation de l'effectif. Maintenant, il est sur le papier, il a été choisi, mais il faut voir les joueurs à l'œuvre, voilà, les mentalités sur le terrain, même si le travail a bien été fait. En priori, je pense que moi, ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé, évidemment, de changer des joueurs parce que je me suis trompé. Parce que ça arrive, bien sûr. Ou pépin physique pas... voilà. Faut détecter ça aussi. Il y a bien sûr des tests médicaux aussi de fait l'arrivée des joueurs. Mais voilà, j'espère juste avoir construit mon équipe à mon image, à l'image de Tours. C'est ça le plus important, à l'image de vous, les supporters, qui vous fassent plaisir et qui vous amène du bonheur et que vous remplissiez la patinoire et qu'il y ait toujours autant cette belle ambiance-là. Et c'est ça l'objectif de l'année qui vient. Merci beaucoup Stéphane pour cette longue interview sur l'intersaison. J'espère qu'on vous aura appris plein de choses. On était vraiment là au cœur de la stratégie de cette intersaison avec une équipe juste pour rajouter, vu que j'avais dit qu'on le faisait, c'est... ces jeunes qu'on incorpore, pour moi, c'est vraiment important. Ça fait vraiment partie du projet et de l'ADN des remparts. Donc derrière, on a donc Raphaël Pétier, Théo Le Dantec, qui était déjà un petit peu là l'année passée, Thomas Alifa, le gardien, et devant, on a Marius. Ces 4-là, l'engagement que j'ai avec eux, c'est que tous les samedis, ils aient un match senior pour pouvoir se développer, en plus de leur match U20. Donc ils l'auront soit en D1, soit en D2 avec notre entente avec Orléans, soit avec notre D3 qu'on va vraiment apporter comme un axe de développement pour les jeunes. Et l'objectif, c'est vraiment celui-ci. On est en train de construire quelque chose de vraiment de bien sur le hockey mineur avec les sections sportives qui sont mises en place, avec des résultats du hockey mineur qui ont été excellents cette année, avec des U13 qui ont été 3e de la zone ouest. Avec les U15 qui ont été 2e de la zone ouest. Excellent résultat. Donc c'est vraiment des très très bons résultats. Des jeunes, vraiment une grosse dynamique. On renforce notre staff technique au niveau des jeunes. Je vais continuer à piloter ça aussi. Et pour moi, ça me tient vraiment à cœur que d'ici 3 ans, maximum 3 ans, on ait 5 Tourangeaux qui soient dans l'équipe. Voilà. Pour l'instant, on a les jeunes qui sont là, on a JP qui est là, on a notre ancien qui est toujours là, Peter. Mais voilà, je veux vraiment que ça soit l'image qu'on est... Construire par la base, voilà, on a beaucoup travaillé sur les très jeunes. Exactement. Et là, c'est peut-être le plus compliqué, c'est ce que tous les clubs rencontrent comme difficulté, c'est la marche entre le hockey mineur et une équipe qui est en D1, qui est à haut niveau en plus en D1. Bien travailler ça. Et puis voilà, maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est que la direction, et notamment notre présidente, qui a monté marche par marche tout ce processus, maintenant on a une D3, on a une alliance D2 avec Orléans, on a notre D1 qui est dominante et qui veut gagner, et on a notre alliance avec Bordeaux. Donc on a 2 licences bleues qui vont venir nous renforcer derrière,
une avec Tom Guidou qui va être encore là l'année prochaine. Dans les 2 licences bleues derrière, il y a Ulysse Tourné qu'on connaît bien. Ouais, on verra peut-être voilà. Pas beaucoup quand il sera disponible parce que on le verra juste faire ces 6 matchs pour qu'après quand on play-off, on peut en avoir besoin. Lui, il a envie, il a adoré aussi son passage ici parmi nous. On a Tom Guidou aussi qui peut venir à tout moment. Et voilà, qu'on développe ces jeunes, c'est vraiment important. Oui, le succès de l'équipe, c'est la majeure partie du projet, mais développons aussi en plus les jeunes. Si en plus, Tom Ulysse, c'est un troisième qui n'est pas encore défini. Qui sera, en tout cas, c'est dealé avec Bordeaux, qu'a priori, on aura un troisième. C'est dealé avec Bordeaux, on a un troisième. Donc moi, ça veut dire aussi que moi, je m'engage à quand Bordeaux a besoin de les faire jouer, ben moi je vais les faire jouer, je vais trouver les solutions. Voilà, c'est comme ça que ça marche le projet. Pour tout le monde, comme la même chose. On est loin d'être les seuls à le faire. Hein. Cholet le fait, bien sûr, par exemple. Tout le monde fait ça. Et la même chose, si dans les 4 jeunes que j'ai nommés, ils peuvent pas jouer en D2 parce que ils sont pas pris pour X raisons. Ils doivent impérativement jouer en D3. Voilà, donc on doit libérer. Avec un vrai rôle, où vous avez du temps de glace, des responsabilités. Exactement. Voilà, c'est ça le projet. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Qu'on gagne et aussi qu'on forme et qu'on gagne grâce à notre formation. C'est ça. Là, le court terme, le moyen terme, le long terme, tout en même temps. Et là, on aura réussi notre projet. Voilà, et comment finir mieux cette interview que ça, simplement vous rappelant que c'est Canopéa qui nous accueillait, vous l'avez vu en fond de notre interview, merci encore à Grégoire, qui est un partenaire fidèle et très connaisseur de hockey, il a joué, son fils a joué, et joue encore d'ailleurs à Bordeaux en D3 si je ne m'abuse, donc merci à lui, et puis merci beaucoup à toi Stéphane, on a tellement hâte que cette saison merci reprenne. À toi Sylvain. L'excitation est à son comble, donc voilà, bientôt pour de nouvelles. À bientôt et bon été à tous. Merci, au revoir.